Le monde se divise en deux catégories. Here's Johnny. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Bonjour à tous, nous allons faire aujourd'hui un petit hors-série, sur un film en particulier, qui, selon toute vraisemblance, aurait dû être un désastre, et qui finalement a été un succès. Alors on a tous vu des films décevants, des films qui avaient tout, le scénario, le réalisateur, les acteurs, les décors, une concentration immense de talent, et pourtant, pour une raison inexpliquée, le film est une déception. Il manque quelque chose, un grain de sable à enrayer la machine. Bon, il y a tant de raisons qui peuvent faire qu'un film floppe. Plus rares sont les cas où le film n'avait rien pour réussir, mais devient, contre toute attente, un succès. Je pense souvent au classique de Mel Brooks, Les Producteurs, où deux producteurs véreux organisent une arnaque qui, pour fonctionner, implique que le spectacle qu'ils montent soit un vrai four. Mais malgré tous leurs efforts, le spectacle est un énorme succès public et critique, et ils se demandent alors ce qu'ils ont fait pour réussir, eux qui s'étaient tellement appliqués à rater. Et donc le film dont je vais vous parler aujourd'hui a rencontré un succès retentissant, et c'est plutôt surprenant compte tenu des déboires rencontrés par ses producteurs. Je pense pas qu'ils voulaient faire foirer le projet comme dans le film de Mel Brooks, mais je pense qu'ils auraient pas forcément misé sur son succès non plus. Et ce film, c'est Le flic de Beverly Hills, réalisé en 1984 par Martin Brest. Alors bonjour Kinou. Salut Marie, écoute, alors moi là pour le coup, j'ai bien aimé ton postulat de départ qui a été de me dire ne travaille absolument pas ce podcast, c'est moi qui fais et je veux avoir tes ressentis, tes réactions un peu à chaud. Donc ça me va très bien cette organisation du travail là où tu fais tout le taf et c'est plutôt cool. On va voir si on peut reproduire ça sur les prochains podcasts. On verra si ça peut être un format qui fonctionne. Alors déjà, je voudrais quand même rendre à César ce qui est à César. Je me suis beaucoup inspirée du podcast des Cinephiles, donc j'en parle assez régulièrement, qui sont deux Américains donc, qui font des analyses de films. Ils ont fait une analyse donc, sur Le flic de Beverly Hills, et quand j'ai écouté leur podcast, je me suis beaucoup marrée quand ils ont expliqué un petit peu la pré-production du flic de Beverly Hills, qui a été assez rocambolesque, et je me suis dit, mais c'est tellement génial, c'est tellement rigolo, faut que je partage ça. Donc voilà, les sources me viennent du podcast Les Cinephiles, faut quand même que je le précise. Alors, quel souvenir as-tu du film Le flic de Beverly Hills ? Qu'est-ce que c'est pour toi ? C'est quoi les éléments essentiels du film ? Eddie Murphy. Ouais, déjà. Franchement, sans lui, le film n'existe pas, je pense. Voilà. Les différences entre la ville de Détroit et celle de Los Angeles. Ouais. Voilà, qui fait aussi partie intégrante du film. Bon, le côté aussi action, parce qu'il y a pas mal de scènes de poursuites de bagnoles, etc., qui étaient plutôt cool à l'époque. La musique de Axel Foley. Donc qui pour les plus jeunes d'entre vous sont Crazy Frog, mais en fait c'est Axel Foley à la base. Voilà en gros les ingrédients dont je me souviens du flic de Beverly Hills. Je l'ai pas revu du coup, puisque tu m'avais demandé dans quel genre tu le classerais ? Comédie. Ouais. Ok. Bon, bah alors c'est intéressant parce qu'il y a des éléments que tu as cités qui faisaient partie de l'idée principale du film à la base. Il y a deux gros éléments du film que tu m'as cités qui n'étaient pas du tout prévus dans la pré-production. Ok. Notamment Eddie Murphy. Ah ouais, ok. Alors on va voir comment ils ont casté Eddie Murphy, mais c'est assez incroyable. Et parce que le flic de Beverly Hills sans Eddie Murphy. Ah ben tu vas voir. Waouh, c'est pas le même film. Ça aurait pas du tout été le même film. Ouais. Et le côté comédie. Bah oui, parce que le côté comédie est venu plutôt avec Eddie Murphy. Oui, voilà, c'est une pierre de coup. Là. C'était censé être un gros film d'action. Je vais t'expliquer un peu ce que ça devait être. Faut quand même remettre les choses dans leur contexte. C'est l'une des premières comédies d'action du genre, comme on en a vu plein après dans les années 80, mais c'est vraiment un des pionniers. Je pense que sans le flic de Beverly Hills, on n'a pas L'Arme Fatale, par exemple. J'allais te citer exactement L'Arme Fatale, tu vois, parce que pour moi, la limite entre action et comédie, il est pareil, c'est pas trop dans quel cas c'est quelque part entre les deux, mais voilà. Donc je pense que le flic de Beverly Hills, ça a vraiment été un gros précurseur sur ce type de style. Alors, déjà, petit point sur Eddie Murphy. Le Saturday Night Live, qui est l'émission à travers laquelle Eddie Murphy a été découvert, le Saturday Night Live a débuté en 1975 avec beaucoup de succès. Et en 1980, donc 5 ans après le début, beaucoup de gens pensaient que l'émission était sur le déclin. Ça devenait un peu moins intéressant.
au milieu des années 80, un jeune homme de 19 ans est arrivé pour jouer des petits rôles dans l'émission, juste des petits rôles par-ci par-là. Il a d'ailleurs été ajouté officiellement au casting seulement en janvier 1981, et c'est cette année que l'Amérique est tombée amoureuse du très talentueux Eddie Murphy. Il avait un style de comédie bien à lui. Ouais. Et donc voilà, tu te rends compte, Et qui a- 19 ans au début, il était tout jeune. Et qui a fait plein de, je vais pas dire de copies, mais de clones ou de. Oui, Il y a Chris Rock. tout le monde, voilà. tous Ouais, les mecs, pareil, t'as pas Dave- Eddie Murphy, t'as pas Chris Rock, t'as pas Kevin Hart, Dave Chappelle. Dave Chappelle, ouais, mais tous ces acteurs-là. Tous ces mecs-là, même dans une moindre mesure, peut-être Will Smith. Mais oui. Ouais. Il a été hyper précurseur. Alors déjà, le fait qu'il soit black, je pense que déjà à l'époque Aux ça faisait États-Unis, tomber pas mal de tabous aux États-Unis. Hein. Mettre un personnage principal black, Ouais. afro-américain Flic. et flic, qui de surcroît. Et flic, pas forcément en plus toujours hyper réglo. C'est ça. Alors le flic de Beverly Hills, c'est le 3e film d'Eddie Murphy. Il est sorti en 84. Et c'est vraiment ce film qui a fait de lui une star internationale. Ouais. Avant ça, il était vraiment une star nationale. Alors, il a été très connu grâce à Saturday Night Live. Il a fait 2 films de comédie qui ont plutôt bien marché aux États-Unis, qui sont pas très connus en France. Et donc, le flic de Beverly Hills, c'est vraiment la consécration pour lui. C'est ce qui l'a fait devenir une star internationale. Et pourtant, rien ne prédestinait ce film à devenir un succès. Moi, j'irais même jusqu'à dire que c'est un miracle, en fait. Alors, donc, aujourd'hui, on va vous parler de la pré-production du flic de Beverly Hills et essayer de comprendre comment ce film, qui aurait dû être un désastre, est finalement devenue l'une des comédies les plus emblématiques des années 80. Alors, déjà, l'idée de base, l'origine du projet du flic de Beverly Hills, on a 2 histoires différentes. En 1977, le producteur Don Simpson, donc qui était un producteur qui travaillait pour la Paramount à l'époque, qui était assez célèbre, donc lui il se revendique, il dit que c'est lui qui était à l'origine du projet. En 1977, donc, il conduit dans Beverly Hills avec sa vieille Camaro défoncée, et la police lui demande de s'arrêter. Bon, et c'est juste un contrôle tout bête, hein. Mais lui, en fait, il s'est imaginé... tiens, si un flic conduisait une vieille Camaro défoncée à Beverly Hills et qu'on lui demandait de s'arrêter, il dit que l'idée de base, elle est venue de là, pour lui. Et donc, au départ, dans le pitch qu'il avait fait, ça devait être un flic de l'Est de Los Angeles, dans les quartiers plus populaires, qui était confronté donc aux flics des quartiers huppés de Beverly Hills. Okay. L'idée de base, c'était ça, d'après Don Simpson, donc un des producteurs. En même temps, Michael Eisner, qui était à la tête de Paramount à l'époque, a eu une idée un petit peu similaire, donc à peu près au même moment. Sa femme est chez elle à Beverly Hills, elle entend des bruits et pense que c'est un cambrioleur. Elle appelle la police et ils arrivent chez eux en un temps record. Alors, selon la légende, 6 secondes, j'ai un peu de mal à imaginer. 6 secondes, voilà. téléporté. Mais en gros, ils sont arrivés hyper vite. Et donc, il s'est dit, si on n'était pas à Beverly Hills, dans les quartiers huppés et on n'était pas blindé de fric, jamais personne n'arriverait aussi vite, tu vois. Donc c'est ce qui lui a donné l'idée de mettre en opposition des flics des quartiers de Beverly Hills avec des flics venus de quartiers plus difficiles. Et c'est finalement le thème central dont tu parlais tout à l'heure, hein, le policier de Détroit face à Beverly Hills. Et c'est ce qui est central dans le produit final, ça vient de là. Qui est réellement à l'origine du projet entre les 2 personnes, on ne sait pas trop. Il y a peut-être un peu de vrai dans les 2. Bon, c'est un peu la légende autour du film. Comme l'idée plaît, on se dit, ils embauchent un scénariste pour écrire le script. Comme ça se passe souvent en fait à Hollywood, c'est-à-dire qu'on a une idée, un concept, et on embauche un mec qui va mettre noir sur blanc. écrire le truc. À la base, c'est vraiment un film purement d'action. Il n'est pas question de comédie. Il s'agit d'un flic de Pittsburgh qui s'appelle Eli Axel et qui va à Beverly Hills. Le script, comme c'est souvent le cas à Hollywood, est oublié sur une étagère pendant 4 ans. On n'en reparle plus. 4 ans plus tard, donc Don Simpson, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a eu soi-disant l'idée de base, et Jerry Bruckheimer, qu'on connaît bien, parce qu'il a produit énormément de séries et de films, notamment dans les années 2000. Hein. Donc Simpson et Bruckheimer, ils ont fait équipe pendant très longtemps, c'est eux notamment qui avaient produit Flashdance, qui a eu un succès retentissant pour la Paramount. En gros, ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient à ce moment-là, parce qu'ils avaient fait Flashdance et que ça avait eu du succès. Il rencontre Jeffrey Katzenberg, qui est aussi connu dans le milieu, qui travaillait à la Paramount. Et sur son bureau, Simpson reconnaît le script qu'il avait pitché 4 ans plus tôt. Il dit « Hey, c'est mon idée, ça !» Et comme ils avaient le vent en poupe, Katzenberg leur dit « Ok, on y va, on fait ce projet si vous voulez. » À ce moment-là, le scénariste qu'on avait embauché 4 ans plus tôt pour écrire le film, reçoit un coup de fil de son agent. Donc le scénariste s'appelait Danilo Bach, ou Bach, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc son agent l'appelle et lui dit Paramount vient d'acheter ton script. Et la première question qu'il a, c'est quel script ? De quel script tu me parles ? Et sa deuxième question que je trouve géniale, c'est super, qu'est-ce qu'ils ont engagé pour me réécrire ?
Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se passe. On voit que le mec, il a l'habitude, en fait. Hein. C'est une pratique très commune à Hollywood. Tu vas avoir plein de réécritures de scripts. Ce qui fait que souvent, on a des daubes. Hein, parce que, En tout cas, que c'est coupé de l'idée de départ. c'est ça. Parce qu'en fait, du coup, si t'avais au moins 2 ou 3 personnes qui réécrivent un même truc pour correspondre aux envies du studio, on n'aboutit généralement pas à quelque chose de très original ou de très bon. Donc voilà, les studios s'en mêlent, donnent la direction de l'histoire, et donc plusieurs personnes se mettent à réécrire le script. C'est ce qui fait qu'on a eu énormément de films très formatés à Hollywood pendant toutes ces années, hein, et encore aujourd'hui. Donc Daniel Petrie, qui est aussi un scénariste, est engagé pour la réécriture. Lui, il ajoute une petite touche d'humour, pas énormément, mais un peu d'éléments rigolos, et il change le nom du personnage principal, qui devient Axel Ellie, et qui vient maintenant de Détroit. Donc là, on a l'élément Détroit qui arrive. Qui commence. Évidemment, dans les années 70, qui est-ce qu'on embauche, à ton avis, pour jouer un flic d'un quartier difficile en quête de vengeance? C'est pas censé être une comédie. C'est pas censé être une... Dans les années 70 Clint Eastwood? Non. Je chauffe. Ça, ouais, c'est plus sérieux que ça encore. C'est plus sérieux que ça. Bronson? Pacino. Ah ouais, pas mal. Il voulait Pacino, qui refusait. Bah, en fait, je pense qu'il devait, tu vois, Serpico, tout ça, je pense que ça a dû les inciter un peu. Ouais. Voilà, il voulait Pacino. Il propose à James Caan ensuite, hein, Ok. l'acteur principal de Misery, qui jouait dans Le Parrain aussi. Harrison Ford, ils ont tous décliné. Ok. Et il voulait que le film soit réalisé par Scorsese. Ok. Ouais, On aurait eu un film, mais ah oui, complètement ça aurait pas été différent, quoi. du tout le même film, c'est clair. Ça aurait été beaucoup plus sombre Ça déjà, aurait je été pense. moins rigolo, je pense. Ouais, beaucoup moins drôle. Mais du coup, c'est fou comme d'un postulat départ, t'arrives Ah à un truc ouais, complètement là, différent. là, du coup, ça... Et attends, après le refus de Scorsese, il se tourne vers David Cronenberg. Ok. Donc body horror, quoi. Le mec qui a fait La Mouche, quoi, quand même. Hein. Ok. Qui refuse aussi. Et donc, bon, ils continuent à chercher. Ils ont toujours pas de réal. Hein. Donc là, pareil, tu te dis, ça aurait dû être une daube parce que tout le monde refuse les uns après les c'est autres. qu'il y a Ça a un été problème. réécrit 50 fois. Enfin bon. À ce moment-là, ils finissent par trouver l'acteur principal, qui signe sans même savoir qui sera le réal, du coup, hein, en la personne de Mickey Rourke. Ok. Voilà. Donc pour ceux qui voient qui est Mickey Rourke, hein, c'est la star de The Wrestler plus récemment, mais c'était aussi la star de 9 semaines et demie, enfin bon, voilà. Ouais, le côté rebelle un peu. Ouais, le côté rebelle bad boy, voilà. Et finalement, alors j'adore, hein, parce que lui, du coup, il a rien fait sur le film. Rien. Ils ont finalement décidé de pas le prendre. Donc ils l'ont embauché, ils lui ont fait signer un contrat pour finalement lui dire en fait non. Pas toi. Donc le mec, il a palpé $400 000 sur le film, Ah, ça va. tranquillou, Impec. alors qu'il n'a rien fait. Bon, bah cool pour Mais lui. c'est pareil, quand tu commences à changer d'acteur et que le mec a même pas commencé, tu te dis oulala, Ça va être ça une sent daube, pas c'est bon. pas possible autrement. Ça Quoi. sent pas bon. Bon, alors, ils décident finalement, pourquoi ils ont laissé tomber Mickey Rourke? Parce que quelqu'un a dit qu'il avait vraiment très envie de faire ce film, l'idée l'intéressait, pour faire un pur film d'action. À ton avis, à cette époque, dans les années 80, c'était qui? En acteur? Ouais. Non, Stallone? Bah ouais. Ouais. Et évidemment, Sylvester Stallone. Donc lui, en fait, il veut bien jouer le rôle principal, mais à la condition qu'il puisse réécrire le script. Il faisait régulièrement. Ouais, Bah, ce qu'il c'est faisait, lui qui avait écrit le script de Rocky pour se faire ouais. repérer à la base, mais il réécrivait très souvent les scripts des films sur lesquels il était embauché. Bah, pour s'approprier le truc, ouais. Ouais, et puis pour aussi mettre en avant ses qualités de mec musclé. Donc lui, il a réécrit le script et il a changé plein de trucs. Donc déjà, le nom du personnage principal, ça devient Axel Cobretti. Ah, il fait le côté latino. Italiano. Dans cette version, le personnage de Michael Tandino, donc, qui est joué par James Russo, dans la version qu'on connaît nous, hein, là, il aurait été joué par Frank Stallone, et ça aurait été son frère, donc Ok. la personne qui cherche à venger, tu vois. Voilà. Et là, c'est plus du tout de la comédie, hein. C'est un film d'action hyper sérieux. Dans cette version, la dernière scène était bien différente. Donc Axel Cobretti conduisait une Lamborghini volée et faisait la course avec un train de marchandises, pour te donner l'idée du Ah truc. ouais, la classe. Balèze. Les années 80. Ouais, c'est Ah, ça. C'est vraiment années 80. C'était Stallone, du coup, il avait fait un truc, mais Stallonien. stallonien, quoi. Le gros film d'action, grosse machine des années 80, tu vois, le truc bien lourd, quoi. Bon, du coup, ils étaient toujours en quête de réalisateur, par contre. Hein. Donc après que Scorsese et Cronenberg aient refusé, ils relancent Martin Brest plusieurs fois. Donc Martin Brest, il était pas il était connu aux États-Unis, il avait eu quelques petits succès chez nous. C'est pas quelqu'un d'hyper célèbre, hein. Mais bon, c'est finalement lui qui a réalisé le flic de Beverly Hills qu'on connaît aujourd'hui. Donc en fait, le studio le voulait lui parce que il a réalisé Going in Style, qui était un film qui avait fonctionné à l'époque. Mais lui, en fait, il s'obstine, il veut pas.
Je veux pas faire un film d'action avec Stallone, quoi. Non, j'ai pas envie, quoi. C'est pas ma cam. Au final, pour que le studio lui foute la paix, alors dites attention, tu vas voir comment il a été embauché, c'est énorme. Hein. Au final, pour que le studio lui foute la paix, il dit ok, je vais le tirer à pile ou face. Ah ouais. Okay. Pile, vous me foutez la paix, face, je fais votre film. C'était face. Ok. Aujourd'hui, cette pièce, elle est encadrée chez lui. C'est son plus gros succès, en fait. C'est clair. Donc, c'est énorme. Le film est vraiment devenu son plus gros succès. Et à ce moment-là, c'est là qu'ils ont casté la majorité des acteurs des rôles secondaires. Donc, la plupart d'entre eux sont dans le film final, hein, d'ailleurs. Et ils sont à 1 semaine du tournage. Du début du tournage, non, c'est pas Stallone qui a posé le problème. Tu vois, il a été ultra classe en plus, Stallone. Le studio réagit et décrète que le film est beaucoup trop cher et qu'ils peuvent pas le financer. Avec toutes les scènes d'action que Stallone a rajoutées, c'est pas possible. Ils en fait. ont déjà filé 400 000 en plus. Mickey Rourke pour le fun. Donc 1 semaine avant, ah ouais mais non quoi. Oh, bah non. Donc Bruckheimer et Simpson, les 2 producteurs, ils disent on voudrait quand même faire le film, c'est facile, pour faire des économies, on va virer les scènes d'action. Sauf que Stallone il dit vous êtes bien gentil, mais moi sur les scènes d'action je veux pas faire le projet en fait. Moi ça m'intéresse plus du tout. Donc il paraît qu'il a été hyper classe. Il s'est retiré du projet, mais il a pas demandé d'argent. Il a juste demandé à garder le script, les parties du script que lui avait écrit et le nom des personnages. Ce qui fait que Cobretti, c'est ce qui a fait Cobra quelques années après, qui est un film avec Stallone. Ouais, ok. Ça vient de là en fait. D'accord. C'est en énorme. fait, j'aurais pas fait le lien entre les mais deux. le truc complètement éloigné, c'est quand même génial. C'est même quelques mois plus tard. Cobra, il est sorti peu de temps après. On est donc à 1 semaine du tournage. Et il n'y a pas d'acteur. On n'a pas de script. Parce que le script, du coup, il est complètement en miettes. Hein. On a tout enlevé de ce que Stallone avait rajouté. Il n'y a pas d'acteur principal. Voilà, Stallone est parti. Donc on a le réal. Bon, voilà. Et les acteurs secondaires. C'est un bon début. Mais il manque le script et l'acteur principal. C'est un peu embêtant quand même. Donc Simpson et Bruckheimer, ils disparaissent pendant quelques jours. Parce qu'il faut qu'ils trouvent quelqu'un. Donc je sais pas ce qu'ils ont foutu pendant ces jours-là. L'histoire ne le raconte pas. Mais ils reviennent en annonçant c'est cool, on a Eddie Murphy. Ouais, on est passé de Stallone à Eddie Murphy, les gars, ça se passe comment en fait quoi. Va falloir réécrire peut-être. Va falloir faire quelque chose. Donc, Martin Brest, qui est le réalisateur, est donc chargé de réécrire le script. Donc il paraît qu'il fait des nuits blanches, parce qu'en gros, ils sont à 2 jours du tournage. Quoi. Il réécrit tout dans l'urgence, il fait des patchwork des différentes versions précédentes, il réécrit des scènes, enfin bon. Mais à aucun moment ça aurait pu être un bon film en fait. Tu te dis c'est pas possible. Comment c'est possible, tu sais, quand tout est fait dans l'urgence comme ça. Bon. Le budget du film était de 14 millions, donc 4 millions pour Eddie Murphy en fait, parce que le gars, comme on est venu le chercher au dernier moment et qu'il fallait absolument quelqu'un, il a négocié. Il faut envoyer, ouais. Ah écoute, en même temps ça se comprend. Et en plus, sur un tournage où le gars il s'est quand même engagé, il fallait oser, parce que c'était le début de sa carrière, il s'est engagé sur un film qui était même pas écrit. Hein. Sur un film qui potentiellement pourrait être une énorme bouse. Qui risquait très fortement d'être une grosse bouse, t'as même pas de script. Ouais. Donc t'as une vague idée de base, mais le script est complètement déconstruit, enfin voilà quoi. Et finalement, ils ont même réussi à tourner le film pour seulement 13 millions, donc 1 million de moins que ce qui était prévu à la base. Et tiens-toi bien, ils ont remporté 316 millions de dollars au total, dans le monde. Incroyable. Et il y a eu plusieurs suites. 2 suites, ouais, il y a eu 3 je crois. 3 Il y a un 4 pas qu'il y ait de 4. Non. Ouais, non, il y a eu que 3 films, ouais. Qui sont moins bonnes que le premier quand même. Ah, le 3e j'aime bien. Ouais, moi je l'aimais bien, mais je pense qu'on l'a découvert quand on était gamin. Ouais, Si tu le regardes très objectivement, c'est pas un très bon film en réalité. Mais je sais pas. Ouais, celui qui se passe dans le parc d'attractions, ouais, je trouvais ça cool. Tous les clins d'œil à Disney, c'était rigolo. Ouais, puis quand tu vas à Universal Studios, tu revois des scènes qui sont dans le truc. Ouais, non, j'ai trouvé ça marrant. Mais ouais, peut-être que c'est un peu biaisé. Mais ouais, on l'a vu au cinéma, on était gamin, je m'en rappelle. Ouais, moi aussi. On l'avait vu à l'Eden, ce qui est un vieux cinéma qui a fermé depuis longtemps à Saint-Étienne. Je m'en souviens encore. Et finalement, après ça, en fait, le tournage s'est très bien passé. C'est devenu le succès qu'on connaît. Eddie Murphy était très drôle, il improvisait beaucoup. Ce que j'allais dire, il porte quand même beaucoup le film. Hein. Et c'est heureusement qu'ils ont trouvé Eddie Murphy, en fait, parce que sinon, je pense que ça aurait été une daube. Et t'as plein de choses, des films d'action des années 80 que tu retrouves, qui sont basés dans ce film, en fait, qui viennent de ce film. Le chef black de la police qui gueule tout le temps, tu retrouves dans plein de films et dans plein de parodies. Il vient de là à la base. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça qui sont... Et puis, comme je disais tout à l'heure, le fait de la comédie d'action, c'est un des pionniers, quoi. C'est vrai, ça existait quasiment pas. Donc, c'est quand même incroyable que... Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent mal tourner quand on réalise un film, même si c'est un film avec un script solide, avec des acteurs castés à l'avance, avec un réalisateur qui a envie de faire le film. Tu vois. Là, il y a
tout jouait contre lui, mais ça tient du miracle, quoi, que ce soit devenu un bon Et film. je pense que le miracle, il est entre les mains d'Eddie Murphy, Ouais. parce que justement, sa capacité à improviser, Mais c'est sûr. sa capacité à amener justement ce ton un peu décalé, le côté très nonchalant d'Axel Foley, qui C'est est vrai. aussi... qui n'aurait pas été le cas si ça avait été Stallone, par exemple. Ah bah c'est sûr, mais on n'aurait pas du tout eu le même film. En fait. On n'aurait pas eu du tout le même Et film. puis, à la base, il voulait pas rentrer dans la polémique sur le côté racial, en fait. Ouais. Il voulait pas qu'on... Je trouve pas que ça soit... On en parle très peu. Il y a des petites scènes, de temps en temps, où t'as des petits clins d'œil ou des petits traits d'humour où tu dis, ouais, là, en gros, si j'avais été blanc, ça se serait pas passé comme... Ou tu vois, des petits trucs comme ça. Ben, ça, c'est pareil. Forcément, c'était pas dans le script à la base, parce qu'ils avaient pas forcément pensé oui. à un acteur black, quoi. Et le truc le plus incroyable, au final, c'est que le scénario a été nommé pour l'Oscar du meilleur scénario original. Donc ils ont nommé Danny Lobache qui était le premier, donc le premier jet, hein, c'était lui, et Daniel Petrie, le deuxième qu'ils avaient embauché hein, pour la deuxième version du script. Ils l'ont pas eu, mais enfin, pareil, quand tu vois les conditions dans lesquelles le truc a été C'est écrit, improbable, ouais. ça paraît assez C'est improbable. improbable. Sachant qu'au final, le produit fini, c'est pas du tout ce qu'eux ils ont donné. Hein. Oui, bah... Donc, mais c'est- puis bon, puis je trouve pas que le scénario soit spécialement... Non, il est pas particulièrement. Je pense que, comme tu dis, ça tient beaucoup aux improvisations d'Eddie Murphy. Aux choses... C'est ça qui est drôle, en fait. C'est ça qui fait que tu te rappelles du film. Mais voilà, je trouve ça très intéressant de voir la manière dont ce film, qui aurait dû être une sombre bouse, vu tout ce qui s'est passé sur la pré-prod, Ouais, c'est clair. a finalement réussi à être un bon film, sachant que, par contre, voilà, le tournage a été... Apparemment, tout le monde s'entendait bien, il y avait une ambiance sympa. Ça peut et expliquer aussi... que ça ait pas mal de fonctionné. choses, ouais. Ouais. Il paraît que voilà, Ça Martin se Brest ressent, était même très cool aussi, le La relation réalisateur. entre Eddie Murphy et les deux autres flics justement de Beverly Hills, de Los Angeles. Tu sens qu'il y a Ouais. un lien amical qui va au-delà de la caméra, en fait. C'est sûr. C'est visible. D'ailleurs, ils ont fait le 2 et le 3, et je crois que les acteurs sont les mêmes. Oui. Donc, Ouais. ça prouve que Ça veut bien dire quelque chose. ça s'est bien passé, quand même. Ouais, c'est sûr. Et c'est voilà, moi je trouve que c'était pour ça que j'avais envie de parler de ce film parce Ouais, que bah j'ai en trouvé plus, ça c'est un très film rigolo. sympa. Moi, je sais Ouais. que ça fait partie des films que j'avais bien aimé quand j'étais un peu plus jeune, un peu gamin. Parce que ça reste assez familial, c'est Et- plutôt rigolo, ça se regarde un peu comme L'Arme Fatale, où t'as quand même une intrigue un peu une enquête policière, Ouais. mais où en même temps t'as plein je vais pas dire de gags, mais de blagues, de passages rigolos de quand passages même, sympas et rigolos. C'est Ouais. sûr. c'est Donc sûr. ouais, non, mais je pensais pas qu'ils avaient qu'on avait frisé la catastrophe à ce point-là, quoi. Ouais, puis ce que je trouve incroyable, c'est qu'on est passé de Stallone qui Ah bah là, on peut pas. Si, il y avait peut-être Dolph Lundgren qui aurait pu Ouais, voilà, être c'est ça. encore un peu plus lointain d'Eddie Murphy. mais voilà. Mais c'est quoi. tout, hein. Après, c'est à peu près tout. Voilà, bah, on espère que cet épisode vous aura plu. C'était un format un petit peu différent. On en refera peut-être d'autres sur le thème. Ça aurait dû être un désastre. Je pense que c'est. Ou sur d'autres thèmes, on peut faire. Ou sur d'autres thèmes, effectivement. D'autres hors hors sujet. série, pourquoi pas. Et d'autres hors-série, oui, exactement. Bah, Bah, écoutez, merci à tous. Ouais, merci merci Pilou. à tous. Bah, merci à toi pour le travail fourni. Là, j'étais un peu oisif pour celui-ci. On changera les rôles la prochaine. Voilà, tout à fait. Merci à tous. Au À revoir. bientôt.